Rebonjour à tous, on espère que vous avez pu échanger entre vous lors de la pause. On est ravis de vous retrouver pour la suite du programme de l'Explore Summit. Je voudrais prendre peut-être un moment pour remercier les entreprises partenaires de ce sommet, mais aussi du coup de 2050 Now, la maison, la Caisse des dépôts, les Échos, NJ, LVMH, BCG, BETC, Solar Impulse, mais aussi le CNRS et HEC. Un grand merci de la part de toute l'équipe. On va continuer donc maintenant les échanges ici sur scène, des échanges qui s'annoncent passionnants, vous allez le voir, avec notamment cette première table ronde autour de cette question. Pourquoi, en sauvant la biodiversité, sauve-t-on l'humanité? Je vous propose d'en parler avec nos deux prochaines invitées. Aina Kéros, qui est conférencière, podcasteuse, autrice et chercheuse en biologie, ainsi que Marc-André Sellos, professeur du Muséum national d'histoire naturelle et membre de l'Institut universitaire de France. Merci de les accueillir chaleureusement. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. On est absolument ravis de pouvoir avoir cette conversation ici à l'Explore Summit 2025. Aina plutôt, excusez-moi, vous êtes chercheuse en biologie devenue conteuse. Vous racontez donc dans vos récits la puissance mais aussi l'efficacité de la nature. Vous regardez en fait les mécanismes, que ce soit dans les plantes ou dans les animaux, et vous les proposez en solution aux entreprises. C'est ce qu'on connaît sous le nom du biomimétisme. Et ce que vous dites, c'est assez simple, c'est que finalement, toutes les solutions, elles sont déjà là, devant nous, elles sont dans la nature. Oui, oui, tout à fait. En fait, on a la chance d'avoir autour de nous des espèces qui ont parfois 3,8 milliards d'années de connaissances engrangées et de stratégies. Et on peut s'en inspirer pour trois niveaux d'innovation, moi que j'identifie de manière assez claire. L'innovation technologique, c'est ce que j'ai fait pendant 10 ans, en allant chercher ce que mangeaient les gorilles pour se soigner, par exemple, et trouver des médicaments pour les humains. On peut regarder les centenaires du monde entier, quel est leur secret de longévité. On peut regarder les symbioses marines. Donc tout ça, ça permet de trouver des solutions technologiques. Mais il y a aussi la dimension environnementale et comportementale, qui est un petit peu moins exploitée par l'entreprise et à laquelle je me consacre là depuis ces dernières années. Et là, ça consiste à comprendre comment le vivant peut nous aider à traverser nos crises telles qu'on les a aujourd'hui face à l'eau, l'électricité, les énergies et la pollution, mais surtout la dimension comportementale. Comment l'entreprise de demain, le monde de demain pourrait tirer parti des stratégies déjà adoptées par le vivant pour mieux coopérer, mieux résister, mieux anticiper les problèmes, parfois mieux aussi manager, résoudre les conflits. On a comme ça une cinquantaine de thématiques sur lesquelles je travaille. Des stratégies donc éprouvées par le temps, éprouvées par l'évolution. Marc-André Sellos, je rappelle, vous êtes professeur au Muséum national d'histoire naturelle et membre de l'Institut universitaire de France. Vous dites la même chose, hein, il y a la nature, toutes les solutions sont aussi dans la nature, dans des lieux de temps en temps insoupçonnés. On en a parlé un petit peu tout à l'heure, dans les sols notamment. On sait que ce sont des puits de carbone, mais pas seulement. Il y a une biodiversité, vous dites, ultra dynamique qui fournit de nombreux services à l'humanité. Oui, alors ça c'est ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, hein, c'est celle qui est juste là, mais qu'on ne voit pas parce que surtout elle est microbienne. Et puis en plus elle est enfouie dans le sol. Le sol, selon les estimations, c'est entre le quart et les 2 tiers des espèces vivantes sur Terre qui vivent dans les sols. Et dans un gramme de sol, vous avez des milliers d'espèces de bactéries, un bon millier d'espèces de champignons. Juste dans un gramme de sol, je vous montre ma paume parce que ça tient dedans. Et ces organismes-là, ils font effectivement plein de choses. Alors, d'abord, ils nous amènent des choses, comme disait Aina, qui sont les produits de leur évolution. Ils nous ont amené des antibiotiques, par exemple, ou les statines, qui permettent de lutter contre les hypercholestérolémies, ou encore la cyclosporine, qui permet d'éviter le rejet de greffe. Tout ça, c'est des molécules récupérées de l'évolution de ces microbes qui sont dans les sols. Mais il y a mieux, c'est qu'ils font d'abord les sols et le monde qui est autour de nous. Je vais juste vous parler de deux choses. Notre alimentation, parce que ton phosphore à toi, ton calcium à toi, ton magnésium à toi, eh ben, ça vient du sol, hein, par le biais de l'alimentation, et là, ça a été usiné par des microbes qui attaquent les roches ou qui attaquent la matière organique et qui la décomposent. Bref, ce sont des produits de l'activité des sols. Bien plus, l'eau qui nous entoure, cette eau, eh bien, s'il y a de l'eau autour de nous, c'est parce qu'il y a cette vie dans les sols qui fait plein de trous, plein de petits trous, qui retiennent l'eau et qui font que les rivières ne débordent pas trop quand il y a des pluies, si tant est qu'il y a des sols autour, et que, en revanche, après la pluie, ces sols se réessuient lentement et permettent à l'eau de couler dans les rivières. Ça, c'est l'histoire des sols. Et au fait, les sols, c'est un remède aux inondations
les sols, c'est une façon de stocker de l'eau pour les étés secs. Or, vous savez que le climat qui change nous annonce 10% de précipitations estivales en moins en 2050 et des surprécipitations en automne et en hiver. En fait, c'est ça l'histoire, c'est que quelque part, cette diversité, bon, on peut dire qu'on s'en fout du nombre d'espèces, et je pense au fond, c'est pas faux d'un point de vue purement pratique. Mais quand il y a autant d'espèces, il y a plein de fonctions qui sont remplies, et en fait, il y a certaines de ces fonctions qui sont juste vitales pour nous. Donc en fait, s'occuper de la diversité, c'est juste s'occuper de nous. Et ne pas s'en occuper, c'est pas s'occuper de nous. Notamment pas gérer les inondations de demain. Alors vous parlez tous les deux de ces sujets avec beaucoup de panache, beaucoup voilà, on sent vraiment que c'est quelque chose qui vous habite. Ça m'amène à ma prochaine question. Comment on fait pour passer ce message que la protection de la biodiversité, finalement, est indissociable à la survie humaine auprès d'un public finalement assez varié, que ce soit des particuliers, mais que ce soit aussi des entreprises. On a parlé en début de Summit, cette importance de l'imaginaire, de comment on fait passer les messages. Quelle est l'importance du storytelling dans la diffusion de ces connaissances sur la biodiversité ? En fait, c'est déjà de faire comprendre que quand on parle du vivant, de la nature, de la biodiversité, c'est pas un sujet qui est exclu de nous et qu'on a vraiment cette chance d'en dépendre, mais du coup, ça nous donne une forme de responsabilité. Et pour la question du storytelling, quand on a une formation scientifique, j'ai l'impression qu'on nous apprend beaucoup à mettre des faits les uns après les autres, des chiffres, à toucher à la rationalité d'un grand public quand on s'exprime. On cherchait parfois aussi à être plus intelligent que rendre intelligent notre public. Et là, je trouve qu'on assiste aussi à un changement de paradigme où l'objectif, c'est que le public s'empare de ces sujets-là, se sente concerné. Et moi, quand j'écris une conférence pour une entreprise ou pour un événement, je l'écris comme une bonne série Netflix. Si j'ai des personnages principaux qui sont des espèces vivantes, je vais m'autoriser à faire un squelette comme une bonne histoire, créer des émotions qui sont souvent positives quand même, puisque j'ai envie qu'il y ait de l'émerveillement, de la fascination, qu'on comprenne des nouvelles choses. Ça permet de faire passer des émotions parfois un peu moins positives, parfois un peu plus douloureuses, mais qui font partie aussi de la sensibilisation. Mais en tout cas, la culpabilisation pour la culpabilisation, j'ai le sentiment qu'on en a fait le tour, qu'il y aura toujours besoin de personnes qui sont lucides et qui porteront des messages pour la prise de conscience. Mais dès qu'il s'agit d'embarquer, de se mettre en action, j'ai l'impression qu'on a besoin de raconter les histoires pour aller toucher le cœur des gens qui nous écoutent, plutôt que d'aller les faire ressentir des émotions qui les paralysent ou qui les culpabilisent. Exactement. Marc, on a sur cette question. En fait, Cassandre, qui porte les mauvaises nouvelles, en réalité, Cassandre, c'est la Belle au bois dormant. Ce que je veux dire, c'est que la science est souvent convoquée pour expliquer pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il y a des crises environnementales ou sanitaires. Et souvent, on est porteur de mauvaises nouvelles. C'est-à-dire, des fois, il y a des gens qui se bouchent les oreilles et disent « Non, 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 je ne veux pas entendre ». C'est même un programme présidentiel dans certains pays. Non, mais c'est peut-être plus près, c'est peut-être comme les sols, c'est peut-être plus près de chez vous que vous ne le pensez. Et donc, l'idée, c'est que Cassandre, oui, mais le même déroulé qui raconte par la science pourquoi ça ne marche pas bien, en creux nous rappelle ce qui se passe. Quand on supprime des haies, l'érosion augmente, on a des problèmes de stockage de carbone, des problèmes de stockage d'eau dans les sols, les pathogènes passent mieux d'un champ à l'autre. Oui, en fait, qu'est-ce que ça veut dire en creux? Ça veut dire que la haie est une solution. Et donc, c'est ce que j'essaie beaucoup de détailler dans mon livre Nature et préjugés, le dernier que j'ai écrit. Donc c'est de la pub, mais c'est aussi un cri. Hein, c'est que... en fait, l'explication des catastrophes est en creux la recette des solutions. Et aujourd'hui, notre vision de la nature, c'est quoi? Une pincée d'héritage de l'Antiquité, une pincée d'héritage judéo-chrétien, une bonne dose d'héritage Renaissance de l'époque des Lumières. On rajoute des dessins animés de Walt Disney et beaucoup de pubs. On agite et c'est de la merde, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'il faut qu'on construise maintenant ça culturellement et que dans l'éducation, on fasse concevoir que ce qui fait de Cassandre une belle eau de bois dormant, c'est que dans l'interprétation de ce qui ne va pas, il y a en creux les remèdes, quoi. Donc rajouter aussi une petite dose d'humour, je vois, pour embarquer les gens, ça aide. Si seulement c'était vraiment drôle. On est d'accord. On est d'accord. Mais c'est vrai que c'est aussi ce qui captive. C'est ce qui peut embarquer, on parlait tout à l'heure, d'avoir un peu si on veut pouvoir embarquer un maximum de gens, il faut aussi créer cet émerveillement envers ce qui est la nature, ce mécanisme qui est absolument magique finalement. Alors, je vais reprendre une phrase que vous m'avez dite pendant notre entretien préliminaire, parce que je pense que ça va vous toucher. On devrait être leader comme un pigeon, et oui. Un bon ami comme un rat, un génie comme une plante verte, ou encore
aussi visionnaire qu'un poisson goby? Là, je vous laisse expliquer. Ouais, il faut un éclairage. Les gens sont jamais contents quand je les traite de pigeons ou de poissons goby. Là où je veux en venir, Je peux comprendre. c'est pas hyper flatteur à première vue, mais clairement, mon objectif, c'est quand j'interviens, je pense que les dirigeants ou les managers s'attendent à ce que je les compare à des gorilles, à des lions, à des espèces charismatiques pour enfin puissantes, exactement, dans notre imaginaire, ou rusées comme un renard. Ces espèces sont très intéressantes et il y a plein de stratégies à copier, mais j'aime bien commencer, je parle plein de belles espèces après, mais j'aime bien commencer avec un quatuor affreux dans notre imaginaire. Le pigeon, c'est très simple, c'est que sous ces airs de rat volant, comme on l'appelle souvent, en fait, il est extrêmement intelligent quand il s'agit de mener, par exemple les pigeons migrateurs, plein d'individus sur des longues distances. Et on remarque qu'un pigeon seul à la tête d'un groupe ou de deux, il y a un avantage à être deux et qui se séparent au bon moment, qui savent se retrouver à des moments clés. En tout cas, ils emmènent le groupe beaucoup plus loin. Donc évidemment, ça nous a donné l'idée d'aller chercher des outils clairs et concrets quand un projet est problématique en entreprise, comment on peut s'inspirer de certaines de ces stratégies. Pour le rat, le fait d'être un ami rat, soyez flattés si on vous traite de rat, c'est qu'en fait, c'est une des espèces pour lesquelles il y a une contagion émotionnelle, une intelligence émotionnelle très forte. Un rat, si un congénère à côté est en souffrance, il a non seulement la capacité de le ressentir, mais d'agir pas toujours dans ses propres intérêts, dans son propre intérêt. Il va par exemple, s'il y a une friandise, un chocolat à la clé et un congénère piégé, d'abord libérer le congénère pour partager le chocolat. Est-ce qu'il y a beaucoup de vos amis qui feraient ça? Je ne suis pas sûre. Pour les plantes ou la créativité, je parle de plantes ou de limaces de mer parce qu'elles ont cette capacité à trouver une zone de génie. La limace de mer, par exemple, elle va aller chercher des chloroplastes des algues et ça en fait un animal photosynthétique. Un animal, c'est pas censé faire de la photosynthèse, mais elle a trouvé le moyen d'aller chercher à l'extérieur un outil pour devenir tranquille un an sans manger et faire sa photosynthèse. Et le poisson goby, c'est tout simplement qu'il passe par des zones désertiques avec la marée basse, et il est visionnaire puisqu'il a une capacité à faire une cartographie géographique fine de là où il est et de sauter dans les zones encore humides et de ne pas se retrouver piégé. Et là aussi, en entreprise, on apprend à voir quelles sont les zones sèches d'une entreprise, les prochaines marées basses, et de savoir comment passer l'étape suivante. Alors Marc-André en parlait il y a un instant, ces espèces aussi invisibles qui sont microscopiques, qui sont dans le sol. Vous en parlez aussi beaucoup, les espèces invisibles. Oui, en fait, le monde invisible, le problème qu'on a, c'est que comme on ne peut pas le voir, on a une capacité émotionnelle à connecter qui est très courte. Et ça a été tout l'objet d'un conte scientifique que j'ai écrit, qui va faire l'objet d'un livre et qui a fait l'objet d'une TEDx, où je m'imagine ma rencontre avec ces espèces. Donc j'en rencontre 3, je deviens minuscule, et je rencontre un tardigrade, que vous connaissez peut-être, qui n'est pas très joli selon nos critères physiques, mais qui est extrêmement résistant et qui, pour le biomimétisme, est vraiment une source d'inspiration absolument incroyable. Il y a aussi une bactérie qui est à l'origine de nos flocons neige. Tout le monde ne le sait pas, mais on a une bactérie qui s'appelle Pseudomonas syringae qui est capable de créer ces formes. Donc maintenant, moi, quand je vois des flocons neige qui tombent, je pense beaucoup à elle. Ouais. Et on a aussi le fameux phytoplancton ou des diatomées, qui sont ces organismes dans la mer qui nous permettent de respirer. Alors, quels sont, à votre avis, les freins majeurs à une politique de préservation de la biodiversité? On en parle de plus en plus de la biodiversité, mais vraiment au niveau concret, au niveau de l'action. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour lever ces freins? Alors, quels sont-ils et comment les lever, à votre avis, Marc-André? Alors d'abord, il y a convaincre que les sciences du vivant et de l'environnement proposent des solutions. Et ça, c'est vrai que les narratifs comme ceux que propose Aïna sont vraiment importants pour les plus vieux. Mais il y a un truc, c'est qu'il faudrait peut-être sauver les plus jeunes de la guéenne où nous nous sommes fourrés nous-mêmes. Et je pense que, là, je prends ma casquette de président de la Fédération Biogé, qui réunit des académies comme celle des sciences ou d'agriculture, le muséum, des sociétés scientifiques, des associations de citoyens, peut-être une association où vous êtes. Demain, nous sommes 80 à être la voix de la biologie en France, la voix des sciences du vivant et de l'environnement, et d'essayer de dire mais il faut que les gamins aient cette corde à leur arc, il faut cesser de penser que les fondamentaux c'est lire, écrire et compter seulement. C'est ça aussi, la première chose c'est d'être vivant, car il y a des jours où nous sommes vivants sans compter ou sans lire. Et oui, on pisse, on mange, on a une vie sexuelle, on achète des choses qui ont des impacts dans la nature, ces jours-là sont quand même des jours où nous sommes vivants et nous avons un lien au vivant. Il faut régénérer ça, il faut absolument que dans le primaire, des narrations, des sciences, des disciplines artistiques recréent un lien à la nature, créent un lien à cet objet, un objet dont nous vivons toujours plus loin. En France, nous habitons en moyenne à 16 km de l'endroit de nature spontanée le plus proche. Et cette distance a augmenté de 600 mètres en 20 ans. Il faut donc forcer ce lien et
à partir de ce lien, on pourra, avec un peu plus d'heures s'il vous plaît, pas juste une pauvre heure par semaine, on pourra peut-être dans le secondaire créer une compréhension plus vive, laquelle d'ailleurs débouchera très vite sur la nécessité de lire, écrire, compter. Mais comme un outil pour le lien vivant. Moi je pense qu'à la jeunesse. Pour les plus vieux, on peut leur raconter des histoires comme à des jeunes, ça peut les refaire fondre et les ramener dans l'enfance et leur reconstruire l'imaginaire, ça c'est sûr. Mais il faut une stratégie différente pour les jeunes, vous dites. Et urgente, parce qu'on paye des impôts pour ça. Je vous dis juste un truc, c'est un très mauvais jour pour la Fédération Biogé, parce que la ministre vient de nous envoyer dans une demande de rendez-vous, donc on ne verra pas la ministre de l'Éducation, et son bras droit, la DGESCO, qu'on devait voir demain, elle est occupée. Donc elle ne peut pas nous voir. Voilà. C'est pas pour dire du mal des politiques, parce que je suis à l'Assemblée nationale cet après-midi, je peux vous dire, à l'Assemblée nationale, par contre, ça grouille de gens qui sont... Mais malheureusement, aujourd'hui, les politiques sont un peu mous sur la biodiversité, et donc la biodiversité comme outil. Et la raison de ça, c'est qu'ils reflètent une population qui n'a pas saisi qu'au-delà de Cassandre, il y avait une belle au bois dormant. Oui. Très bien. Je pense que... Ouais. Aïna, sur cette question. Pour le coup, je suis assez d'accord sur ce qui vient d'être dit pour le public jeune. Et je pense qu'en entreprise, il y a aussi beaucoup à faire. Souvent, moi, quand je travaille avec des directeurs RSE, des dirigeants, ils voient le sujet de la biodiversité comme un joli sujet à mettre en avant pour leur communication et à préserver, mais sans toujours avoir vraiment conscience du fait que ne pas protéger le vivant, c'est tuer leur business et leur viabilité à long terme. Et là, moi, les industries pour lesquelles j'ai le plus travaillé ces dernières années, c'est la cosmétique, la pharma, la nutrition, le tourisme. Demain, si cette nature, elle venait vraiment à chuter, ça va évidemment nous impacter dans notre santé, et ça, c'est pas forcément un warning qui fonctionne, mais par contre, ça va directement les impacter dans leur business, puisque beaucoup de ressources naturelles sont à l'origine même de tous leurs produits. Donc ça, je pense que c'est un levier à prendre, ne plus dissocier aussi biodiversité et entreprise, puisqu'en fait, on a une corrélation qui est parfaite, et régénérer le vivant, c'est régénérer le business du futur pour eux. Eh bien, merci à tous les deux, Aïna Queiroz et Marc-André Sellos. C'était un plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Place maintenant donc aux 4 derniers innovateurs primés par l'Explore Summit de cette année, toujours en compagnie de Marcus Godard qui va nous rejoindre sur scène, le vice-président Intelligence chez 2050 Now La Maison. Welcome back, Marcus. Thank you. All right, our next award winner is Earth Species Project. They told us about Nature LM Audio in this video. Let's take a look. Nature LM Audio is the first large audio language model for animal sounds. That's fascinating, and I know it's from the Earth Species Project, ESP. Can you tell us what ESP's overall mission is? Earth Species Project is the frontier of interspecies understanding. And what I mean by that is that we decode animal communication with advanced AI to illuminate the diverse intelligences on Earth. We are a nonprofit, and so what that means in terms of our mission is that what we're really trying to do is create a new relationship with the rest of nature that allows the diversity of life to thrive. That's wonderful. So why did you launch the Nature LM Audio project specifically? Yeah, Nature LM Audio represents a new way for ethologists, those are the scientists who are studying animal communication, to interact with their data. We've built Nature LM Audio in order to give ethologists a new tool to accelerate their work and get to those insights faster. Okay, but what data does it use then? It's a great question. Nature LM uses a ton of data, and we're one of the first models that's built not just on animal data, but on human speech and music, as well as some environmental sounds, and then of course animal communication data as well. And that's unique because what we're trying to build is a model that's generalizable across task and species, in the same way that ChatGPT can write you a press release or build you a budget or write you a code or write you a new program with just a line of text. We're trying to build the same thing for researchers in the animal communication space. Where is the project now? How much progress have you made to date?
Yeah, we've announced Nature LM Audio with a paper that was recently accepted at a big machine learning conference called iClear. And we're in the process of open sourcing the model so that ethologists can start to use it and start to interact with it through a UI. And what will they do with that UI? Yeah, they'll be able to upload their data. So mostly their bioacoustic data, their audio files, and then they'll be able to query that data in natural language. So again, just like ChatGPT works, you can ask it a question and say, what species is in this audio file? How many individuals are calling at once? Why are they calling? What types of calls are they making? And through that process, they're one, accelerating the work that normally takes weeks or months, but two, being able to start asking their data questions that really couldn't be answered before. I see. So what new opportunities do you think this could open up for conservation and research, for example? I think the big thing is greater insight into animal communication and intelligence. We're really trying to accelerate broadly this entire field. And once we start to better understand what animals are saying, we might be able to better protect them. We might be able to better represent them in ways that we govern the planet. Okay, so could you tell us a little bit about other projects that the Earth Species Project does and what the next steps are for ESP in the near future? I would love to. For the first 5 years of the organization, we were focused really closely on building the foundational tools and benchmarks for this industry. AI had not disrupted the world of ethology at that point. And so we were building the first ever benchmarks for even understanding if these models that we're building work or don't work. So we spent the first 5 years doing that. And today we're using our models like Nature LM Audio to apply the tools to studying specific species and bigger decode questions. So you'll see a lot more over the next year from Earth Species Project around specific projects that we're undergoing with research partners around the world focused on specific species like elephants or orcas or beluga whales, for example. So that's where we're heading next. We're really working on scaling up these models, opening them up to the research community, and then designing decode projects that help us get into, breakthrough insights about what animals all around us are talking about. Nature LM Audio analyzing complex animal vocalizations. Why did you choose this startup, Marcus? Well, first of all, before answering, I have to give a big thank you to the students from EX Brussels who are here today, because it was their work on helping us find some innovations that helped us spot this project from the Earth Species Project. You may remember 2 years ago, our Grand Prix went to a project that used AI and bioacoustics to monitor the health of coral reefs. Coral Reef Soundscape AI. Absolutely, that was the one. That's still going strong, but here we're now applying generative AI to all the noises that non-human animals and plants and species make, and maybe we'll go beyond listening into dialogue if this really comes to fruition. All right, remember you can vote for this innovation. Here is the QR code. You can vote for all others also that you discovered here on stage. Our next award winner is Biohybrid Fungal Robot. I love this because you all know that here we're all part of the mycelium revolution. Its creator told us a little bit more about his project in this video. So here we have built a robot controlled by fungus. That's amazing. Can you tell us how it works? What we have done in this, we have invented a technique that electrically interface fungus to a synthetic robot. So in this case, we found that the fungus has unique electrical signaling as a bioelectric signal. And what we did is we used those signals to command, a 3D printed and a wheeled robot and a legged robot. Is this field of biohybrid robotics very new? It is a new field of robotics, relatively new, like at least last 5 years, let's say it is emerging. And what's happening is people are starting using living cells, living materials like animal cells or plant cells. And that's what, our idea emerges that, okay, what could be the other alternative model organism that we can utilize? And that in this case, for example, we utilize for the first time fungus. So in this case, why you want to use biohybrid? Because
In many cases, you will see the fungus in living cells has unique property because they can self-repair, they can self-heal, they can even do different kind of sensing, which synthetic materials cannot do that. And that's what, the scientists and robots started thinking about, let's find a new set of material or a building block that we can use for building robots. And that's what, the whole idea of biohybrid robotics emerged. And now you can see that people are primarily focusing on animal-based or robotics, and now you can see the fungus is a part of that. That's fascinating. And what applications do you see for this technology in the future? So especially fungus, I think I would like to say still it's a relatively very new field of research. But one of the very unique thing with fungi is they are almost everywhere and they are very easy to work with, right? And as I'm saying in the original sentence, that if you see the fungus control almost more than half of our whole below ground economy, right? How they talk to trees and they do all these communications. So that's what something we think, maybe the fungus could be used in agriculture applications, for example, where we can have a fungus that is growing below ground even and can give you a prediction how your crops are healthy. Or they can be just a living census and can give you what is the environmental conditions right now and can interpret the information. One of my dreams, which I want to do, is I want to put them in space. For example, I think if you saw the whole project, what we have built here is we are making fungus to instruct or command a synthetic built robot. And think about, let's say, if you have a robot on moon, so where the fungus can locally control this, and you don't need every time communicate someone at Earth so that give instructions. So this is something, a low-level control system that is, working from remote, where it is taking decisions at the current scenario. So that's something I see in agriculture. I also see in space, and probably also even beyond, because we are talking to different researchers about how we can expand this whole field of research. I see. So before we get to fungal control robots in space, what are the next steps for your research? Yeah, that is a great question. So what we are trying to understand, so we found these electrical signal, and we think these signals is a part of it's a reproduction, or it's a part of it's a physiological movements. So we wanted to know that, a little bit dig deeper inside how these signals are emerging, and then we wanted to control that so that we know that, okay, this is the time these signals are emerging and this is time it is not emerging. So we wanted to understand a bit more of the microscience. At the same time, we wanted to make it, as I said in the beginning, what's the benefit of these kind of robots is to make it multifunctional, to understand much more environmental cues that is not possible through synthetic system, or it requires a new materials and material system to understand. So we wanted to work in a different, sensory, understand what are the cues that mycelia or fungus can respond, and then we can use that as a part of robot. A biofungal robot in space. Isn't that a glimpse in the future? How did we manage without that for so long? I think if somebody had said to me a few years ago, you'll be talking about fungi on stage every single year, I wouldn't have believed them. But there is a whole startup sector based around the power of fungi and mushrooms. You may remember last year we had an award winner that trained mushrooms to clean up pollution on construction sites. This is going a lot further. And I think what really impressed the team on this one is that it's one of the first examples, as far as we know, of nature controlling the technology. You can have a robot, and the robot is controlled by the fungi that are built into it. So I think this convergence of biological and technological is just beginning. Thank you for that. Now, our next award winner is Vicarb, and I believe the founder couldn't be with us today. Absolutely. So maybe you can tell us a little bit more about Vicarb. I'll tell you all about that. Yes, unfortunately, the founder couldn't make it. So luckily, this is an innovation that I know particularly well because I met them at
this little island off Manhattan during New York Climate Week back in September. And I started talking to a lot of people who were exhibiting and doing talks in a converted chapel on an island opposite Manhattan that is becoming a major research point for soil and particularly ocean restoration. And Vicarb here, you see, it's just a container by the sea. And what is in this container? Well, next to it, there is this pipe. And this pipe is full of calcium carbonate, which brings us back to oysters. Calcium carbonate is chalk or marble or other forms like that. And it's basically what's left millions of years later after shellfish has been broken down. It's a natural component. So why do you run water from the Hudson into this pipe full of calcium carbonate? Because that water is full of CO2. And that does two things. It makes the water, makes the ocean more acidic, and it causes carbon in the form of CO2 to be released into the atmosphere. So they've invented a very simple, low-energy process that binds the CO2 in the water with calcium carbonate, a natural product, and releases that into the sea. So it's tied up for about 100,000 years. It uses the flow of the water and solar power, and it is completely measurable. You can measure in real time how much CO2 is being removed from the atmosphere. It's now in this test facility next to New York, and hoping to scale it up around the world. All right, well, thank you for pitching Vicarb for us. Now, if you want to vote for the previous innovation, which was biohybrid fungal robot, or for Vicarb, you can scan once again the QR code and vote for the innovation of your choice. We're almost at the end of this innovation session. We're going to hear from our final award winner now. It's called the Beaky Box. The Beaky Box, and here's Sergio Estupiñán with us today. Please welcome him. Sergio. Hi, Sergio. Sergio, hello. Hi. Hey, everyone. You have 3 minutes. The floor is yours. Perfect. Hello, everyone. My name is Sergio. I'm the co-founder and co-CEO of Beaky. We are a Swiss educational technology startup. Thank you. Well, we are solving one of the trickiest problems in the world, but I'll tell you what it is in a minute. Yeah, so Beaky is a Swiss edtech startup. We are based in Geneva, and one of the first things that visitors see when they come to our office is no internet, no power, no problem. So that phrase is very powerful because that is exactly the problem we are solving at Beaky. We are making learning possible in a lot of scenarios because even with 95% of the world population already covered or under existing mobile network coverage, we still have 1/3 of the whole population of the world who is still offline. That's a lot of people. So, it would cost, according to UNESCO, $1 billion per day to maintain connectivity for education only in low-income countries. That's a lot of money. And we're already spending a lot of money in adult education, more than $50 billion a year, with 1 billion adults still out of the picture. So that's a huge problem that we're trying to solve. Well, technology should be making learning possible anywhere, but it's just not doing it yet. So why? There's a lot of problems to be solved, one of them being the cost of accessing the internet is still too high, or the quality of the network is still rather spotty in a lot of places, so using technology for training and teaching is still a challenge. Well, it's not just about building schools and universities, it's also about providing people with lifelong opportunities to get upskilled where they are, to grow and flourish in any location they are living in. And that's exactly the problem we are solving at Beaky. So how do we do it, right? So this is not a toilet truce, I don't know how to say it in English, but this is the Beaky Box, right? So this little device here is what it's being used to create digital classrooms on the go without internet or power. This device is able to, just by pushing a button, creating a digital classroom to which learners can connect to using their phone, tablets, computers, whatever they have available, and access video lessons, access, do work group, even completely offline, and even do or benefit from offline AI, which is possible, by the way. So this Beaky Box is being used by over 40 partners and clients around the world. I guess you saw first Doctors Without Borders doing healthcare training in Central African Republic, in South Sudan. So we're making them, helping them do their jobs, actually. Also to even, refugee learners in Kenya, to children learning in Lebanon, to coffee farmers in Indonesia. We're making learning possible everywhere
because when internet, our power, are no longer a problem, learning never stops. Thank you. Thank you so very much. much. Thank you. So Marcus, very interesting, a digital solution to enable dynamic digital learning. Absolutely. We're all about tech and sustainability. Let's not forget that education for all is an official sustainable development goal, and this is something that's going to help bridge the digital divide in education. I'd just like to ask Sergio, I think it provides content for learning. What sort of lessons, what sort of content is in the Beaky Box? Well, we capitalize on whatever exists already. So there is a lot of open educational resources. There is the Khan Academy, for instance, all of these contents, the Wikipedia offline, which are like open educational resources, but all of these players have their own contents as well. They have Doctor Without Borders. They know, or they want to instruct nurses how to treat a certain disease. They already have that platform online. They just didn't have a way of doing it offline. And we're making it possible in nearly 30 countries at the moment with more than 40 partners around the world. So it's already quite of a big impact in 5 years that we are doing this. Just 5 years, okay. And in 5 years' time, where will you be? Well, we want to scale up. We want to grow our operations. We want to create, we know we have been doing it and we are just, we want to go faster. So we, of course, are welcoming investments, but we also welcoming corporations that would like to try this for staff training and all of that. Of course, it's doing it already, again, coffee plantations in Indonesia, in cocoa farmers as well. So we are really trying to, get everyone in the last mile with digital training opportunities, because we know it can be done and it could be happening here actually. So yeah. Thank you very Thank you so much. Sergio Thank you. Estupinian. Time for And your award. Congratulations. Thank you. Okay, I'm back. And please, we're going to take a picture right over here. Congratulations once again. Once again, if you want to vote for this innovation, we're going to put the QR code one last time. And please put in your vote. Thank you, Julia. Thank you, Marcus. Voilà, encore une fois, vous pouvez voter. Il vous reste encore quelques minutes. Alors, à seulement 24 ans, Merem Tahar, française d'origine tchadienne, milite pour la justice climatique et contre la déforestation en Afrique. Elle a même eu l'occasion de représenter la parole des jeunes lors de la COP28. Et aujourd'hui, elle continue son combat au travers de son association, les femmes de la diaspora tchadienne. Nora Gerbi, elle, créatrice des principes de l'intelligence environnementale, est une entrepreneuse ou entrepreneur franco-canadienne passionnée et engagée, déterminée à changer le monde par une utilisation responsable et durable de la technologie. Elle a d'ailleurs pour ce faire fondé Who Cares Chronicles. Je vous propose tout de suite leur entretien croisé. Bonjour, merci de nous rejoindre, je vous en prie, prenez place. On est ravis de vous avoir à l'Explore Summit 2025. C'est vraiment un honneur de vous avoir pour cet entretien qui s'annonce vraiment passionnant. Est-ce que peut-être dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer un petit peu plus ce que vous faites, quelles sont vos actions, vos recherches, et peut-être aussi nous parler un petit peu plus de ce mot autochtone, à défaut d'avoir utilisé peut-être le mot indigène, qui est une traduction de l'anglais qui est un peu moins heureuse, indigenous. Alors expliquez-nous ce que vous faites. Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être ici. Donc, je travaille avec l'association Les Femmes de la Diaspora Tchadienne. C'est une association qui a été créée il y a 3 ans de cela par ma mère, justement sur la question humanitaire au Tchad, l'accessibilité à l'eau potable. Donc, on a construit des puits. On travaille aussi avec les hôpitaux sur l'accès à la santé, surtout les services gynécologiques, et la question de la sécurité alimentaire à travers justement le développement durable. Parce qu'au Tchad, on a beaucoup de problèmes de désertification et on n'a pas de terre du coup arable. Donc, on travaille sur ces questions justement de plantation d'arbres fruitiers et de permettre aux femmes d'être autonomes financièrement, de lutter contre la désertification et bien sûr d'assurer la sécurité alimentaire. Donc c'est des projets qu'on fait dans la globalité. La première COP à laquelle j'ai participé, c'était à la COP 27 où justement j'avais parlé de la question du Tchad et le réchauffement climatique, parce que je ne sais pas combien de personnes dans cette salle connaissent le Tchad. C'est quand même un pays qui est moins connu par rapport au Sénégal, au Congo et d'autres pays de l'Afrique centrale.
Et donc à partir de là, je me suis dit finalement, en fait, le Tchad, on n'est pas connu à l'international. Et moi, en tant que jeune, parce que ce qui est bien aussi, c'est que moi, je fais partie un peu de ce côté. Je suis française et tchadienne, et je fais partie aussi de ces autochtones de la nouvelle génération. Donc comment nous, on arrive à préserver notre culture, à faire perdurer toutes les traditions qui existent sur le long terme, parce que bien sûr, on est beaucoup ces coutumiers, donc tout est un peu à l'oral aussi, ce qui se dit. Comment on peut remettre ça à l'écrit. Et mon peuple autochtone, c'est les Toubous du nord du Tchad. Donc on est au Tibesti, Bourkou, Enedi, Bahr el-Ghazal, mais on est aussi également présent au Soudan, en Libye, au Niger. Et en fait, on a un centre culturel à Bardaï, dans le nord du Tchad, où justement, on apprend notre langue autochtone en traduisant par le français, l'anglais et l'arabe. Parce que bien souvent, ce qu'on parlait justement, c'est qu'on dit parfois que les populations sont analphabètes un peu à tort. Ce n'est juste qu'ils ne parlent pas ces langues les plus connues, mais sinon, voilà, ils peuvent vous faire beaucoup de choses. Et on a beaucoup d'écrivains. Donc moi, je me suis dit, mais pourquoi pas visibiliser ça à l'international et montrer un peu plus sur cette question qui nous touche de plus en plus. La visibilisation, c'est vraiment le centre de notre conversation aujourd'hui. Nora, je me tourne vers vous. Peut-être expliquez-nous ce que vous faites, quelles sont vos recherches, et aussi peut-être sur cette question autochtone. Alors, je m'appelle Nora Gerbi, donc en effet, je suis aussi autochtone, descendante d'une très longue génération d'autochtones africaines aussi. Et mon travail, depuis des années, depuis près de 30 ans maintenant, a été donc de répertorier, de remonter en fait au plus haut possible toutes les informations qui ont été considérées depuis des décennies, des siècles même, comme primitives ou rudimentaires, mais qui en fait sont fondamentales pour une transition écologique viable. Et donc le projet, le EI Project, a pour objectif justement de revitaliser, par les langages, mais aussi par les savoirs, tous ces savoirs qui ont été perdus ou qui sont en train de se perdre, et de les marier avec les technologies modernes pour justement qu'ils ne soient perdus. Alors j'ai pris beaucoup de notes depuis ce matin pour pouvoir contextualiser mon discours, et j'ai écouté avec beaucoup d'attention les usages précédents en fait de ce qu'on dit aujourd'hui d'être autochtone, pour revenir à la description. Le travail que je fais, j'essaie vraiment de me concentrer sur quelque chose qui s'éloigne d'une hiérarchisation. Je pense qu'aujourd'hui, on est arrivé à des systèmes qui ont été basés justement sur des formes de hiérarchisation, qu'un peuple est supérieur à un autre. Toutes ces hiérarchisations-là, on les connaît. L'idée, c'est de se défaire de ça et de se dire que la seule hiérarchisation qu'on devrait avoir, c'est celle qu'on a avec la nature, et de ne pas oublier la place de l'homme, notre place dans cette nature. Et on a parlé plutôt de cosmologie. Quand on fait ces recherches, en fait, donc j'ai fait des recherches depuis plus de 30 ans avec tous les peuples autochtones qu'on puisse connaître dans le monde, et on retrouve beaucoup de similitudes en fait dans ces principes d'intelligence environnementale. On parle de cette génération, comment est-ce qu'on transmet les choses, comment ça va affecter, quelles sont les décisions qu'on prend pour les 7 générations futures. Mais il y a aussi beaucoup ce principe de la cosmologie, de la loi du cercle. Et on a perdu, en fait, dans tous les peuples autochtones disent que l'homme a perdu sa place dans le cercle, qu'il a fait un pas de retrait, et qu'il n'est plus dans cette cosmologie qui intègre les éléments, la Terre, les étoiles, la planète. Quand on voit le degré de pollution qu'on a autour de nous dans notre sphère terrestre, on comprend qu'on a oublié quelle était notre place et qu'on n'est pas au-dessus de la nature, que la nature et que l'homme doit être au service de la nature, tout comme les technologies que l'on crée. Et donc c'est ce que j'essaie de mettre en place avec le EI Project, qui d'ailleurs utilise des technologies, mais toujours de cette approche de hiérarchisation. L'outil ne prend pas la place de la planète. C'est d'abord la planète. De toute façon, elle nous le rappelle tous les jours qu'elle est dans la hiérarchie, elle a une place beaucoup plus importante que la nôtre. Alors, on parlera du projet peut-être dans un instant, qui lie justement technologie et savoir autochtone. Pourquoi est-ce que c'est si important de rendre visibles les savoirs autochtones aujourd'hui? Quelle inspiration est-ce que ça peut nous donner pour nous aider à repenser notre système? Vous avez parlé économie circulaire, le cercle, faire partie de ce cercle. C'est quelque chose qui nous vient des savoirs autochtones. Comment est-ce que ça peut nous aider à repenser aussi, c'était le thème de la session précédente, mais repenser plus intelligemment les choses. Mérem ou Nora? Je pense que justement, aujourd'hui, on l'a prouvé que la science et les savoirs autochtones sont parfaitement liés, et que les autochtones, leur savoir permettre justement, parce que bien souvent,
je vais revenir sur un contexte qu'on parle beaucoup. Pendant ces COP, j'entends beaucoup parler de résilience. Parce qu'on dit, forcément en Afrique, la résilience, c'est comme si c'était positif. Comme si c'était normal, en fait, qu'on doit subir ces fortes chaleurs. Oui, il y a des fortes chaleurs en Afrique, mais les fortes chaleurs qu'on connaît ces dernières années à cause du réchauffement climatique sont anormales. Et je pense que cette résilience, bien souvent, c'est qu'on doit toujours endurer et supporter. Et l'adaptation, finalement, qu'on parle beaucoup de ces pays de l'Occident, c'est pas à nous de nous adapter parce qu'on a déjà un mode de vie en harmonie avec la nature. C'est pas les autochtones aujourd'hui qui vont aller détruire les arbres ou qui vont vouloir être à 100% de ce capitalisme, de se dire le profit, comme on le voit dans ce contexte actuel, le profit avant tout, avant l'humain. Et ça, c'est hyper important. Et je pense aussi d'apprendre, parce que souvent, dans ces contextes de négociations politiques ou à l'international, déjà en Afrique, je prends l'exemple de l'Afrique, on a déjà les capitales et les zones un peu éloignées, donc les zones rurales, où là, le mode de vie est totalement différent. Les capitales, aujourd'hui, veulent être au même niveau que ces grandes capitales, hyper mondialisées, très dans la pollution, mais dans les zones rurales, on garde toujours ce mode de vie. Moi, je vous donne un exemple. Dans le nord du Tchad, aujourd'hui, on a l'exploitation de l'or. Donc, on a des personnes qui vont faire des kilomètres pour venir exploiter de l'or et ils utilisent le mercure, qui est très mauvais pour l'homme et pour la planète, et qui a en plus des répercussions sur la santé. Et on essaye à chaque fois et toutes ces personnes-là qui viennent exploiter l'or coupent aussi des arbres. Donc en fait, tous ces palmiers, en fait, ces dattiers de palmiers qui sont essentiels à notre mode de vie, justement pour revendre sur le marché après. Donc c'est une conscience aussi forte. On se confronte. Donc c'est déjà apprendre de l'autre. Je pense qu'on est dans une société où on a oublié aussi qu'on a besoin de l'un et l'autre, que ce qui se passe chez mon voisin a aussi une percussion chez moi. On l'a vu cet été en Afrique, on a connu des inondations qui étaient horribles. Et quand c'est passé en Espagne, on a vu aussi que les mois étaient différents. Donc je pense aussi, c'est vraiment se remettre que le savoir autochtone, il est certifié aujourd'hui, il est essentiel, de se remettre avec la science et de travailler surtout ensemble. Nora, sur cette question. Oui, absolument. Un des principes qu'on essaie de mettre en avant et en tout cas de rappeler aussi, c'est justement d'avoir cette mémoire, de se rappeler en fait de notre lien. Et aujourd'hui, les scientifiques, et c'était observé aussi par des sociologues, on a 2 facteurs aujourd'hui dans les régions les plus développées, dans les villes. C'est le Nature Deficit Disorder, donc le désordre de nature, en fait un déficit par rapport de relationnel à la nature, en fait de passer peu de temps ou d'avoir peu d'interaction avec la nature. Et le deuxième, c'est le Nature Knowledge Deficit. Et en fait, quand on regarde un peuple autochtone, eux, ils sont complètement à l'inverse de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de déficit de temps avec la nature, ils ont une connexion très matricielle, ils se souviennent que dans la cosmologie, c'est leur mère qui font partie de cette terre. Et le deuxième, c'est qu'ils ont une connaissance de la nature qui est beaucoup plus importante et en fait, on n'a même pas encore, we only scratch the surface, on ne sait même pas encore jusqu'où peut aller cette connaissance. Et donc, de leur donner les outils, et dans le panel un peu plus tôt sur l'intelligence artificielle, il y a quand même un point qui est très important, c'est que, certes, ces connaissances ne sont pas encore digitalisées, et c'est pour ça que le AI Project est important, c'est de le faire par des autochtones, pour des communautés globales, mais par eux, sans avoir une forme d'appropriation qui a été malheureusement l'histoire des autochtones depuis qu'on les a découverts. Et aujourd'hui, ce sujet, il est toujours d'actualité. Il suffit qu'à regarder ce qui est en train de se passer au Groenland avec ces peuples qui sont là et qui sont les protecteurs. Encore une fois, c'est une question, ce que j'essaie d'expliquer difficilement, c'est juste de dire qu'on a tous la capacité d'être des autochtones. On est tous des autochtones, tous ici. Oui. On est from Earth. On est là. Nous nous sommes auto-découverts à nous-mêmes sur cette planète. Et donc l'idée, c'est de se rappeler de cet ordre et de notre place dedans, sans faire de philosophie de bas étage, parce que c'est très technique le projet de AI Project, et qui essaie de remettre en lien, en fait, et de donner les bons outils à ces savoirs. Et il y a plein de projets qui sont mis en place là-dessus, mais il faut quand même bien se rappeler qu'il ne faut pas s'approprier ces savoirs en les utilisant à mauvais escient, ce qui pourrait être le cas, par exemple, pour l'ethnobotanie et la pharmaceutique. On sait comment ça pourrait se passer. Alors je rappelle aussi que vous allez pouvoir retrouver ces entretiens qui sont dans ce livre. On est sur Remodeling, qui est tout simplement le 2e épisode de ce livre. Donc surtout, voilà, n'hésitez pas à aller le relire en détail. Vous parliez, Nora, d'appropriation. C'est un thème dont on entend beaucoup parler. Est-ce qu'on peut vraiment dire que l'appropriation existe dans le sens où on sait aujourd'hui que, par exemple, certaines innovations
ont vu le jour dans certaines régions de manière assez finalement simultanée partout dans le monde, par différentes traditions. Comment est-ce qu'on fait pour aborder cette question et sans tomber dans ces écueils? Je pense qu'il ne faut pas faire de débat, de division. L'appropriation, ça peut être une autre raison d'essayer de trouver des moyens de diviser. On fait tous aujourd'hui, ce qu'on apprend dans une vie, au cours d'une vie, c'est que dans un moment de crise, même avec les personnes avec lesquelles on n'a pas les mêmes idées, on doit se rapprocher. Aujourd'hui, on a un moment critique où on doit tous se rapprocher. Et on a à l'infini beaucoup plus de choses qui nous rapprochent, qui nous séparent. L'appropriation, pour moi, c'est un terme, on parle de langage, de réappropriation du langage aussi. Je pense que c'est plus une question de reconnaissance plutôt que d'appropriation. Oui. Quand on prend quelque chose à une culture et qu'on la labelle ou qu'on lui donne une labellisation d'une autre culture, c'est là qu'on tombe dans l'appropriation. Mais quand on reconnaît, qu'on célèbre, qu'on accueille, là, on n'est pas du tout dans l'appropriation. Et le sujet, il reste entier. C'est aussi pour ça que, quand je parle de faire attention, c'est de bien être sûr que ce soit des projets qui soient portés par des autochtones. Il y a des gens très intelligents dans les peuples autochtones. Donc on n'a pas besoin juste de prendre leur information et ensuite d'en faire quelque chose d'autre, à un usage qui soit autre. Surtout si ce n'est pas un usage, et je reviens là-dessus, c'est que j'invite vraiment tout le monde, l'intelligence environnementale, c'est de se rappeler que nous sommes tous indigènes. On peut tous adopter un indigenous mindset, un état d'esprit autochtone, de se rappeler qu'on est enfants de la nature, que nous sommes des humains, l'humus, qu'on retourne à la nature, qu'on fait partie d'un cercle, qu'on est tous dans ce cercle, et qu'il se trouve que non seulement il faut qu'on rentre dans le cercle parce qu'on en est sorti avec des outils technologiques très avancés, mais qu'il faut qu'on trouve le moyen de revenir dans ce cercle et qu'on y intègre cette technologie qui peut nous servir. Mais encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit au-delà. Il ne faut pas qu'il y ait le cercle et la technologie au-dessus. Et j'ai peur qu'avec l'usage de l'intelligence artificielle, on arrive à ça. C'est que ça doit être d'abord la nature, ensuite l'homme, et après les outils qui nous aident à vivre en complète harmonie avec la nature, pas l'inverse. Pas extraire, prendre, approprier, voler, tuer. Oui. Donc le futur est autochtone. Je vous ai entendu dire ça pendant l'un des entretiens préliminaires. Myriam, peut-être un dernier message que vous souhaiteriez faire passer. Le futur est autochtone. Nous sommes tous autochtones, j'ai entendu également. Oui, c'est un message très inspirant que Nora vient de dire. Et surtout, vu le contexte actuel, comme on le disait avec Nora, il faut qu'on se réunisse. Enfin, qu'on s'unisse surtout, qu'on arrête cette individualité. Il faut aussi, malheureusement, on est sur ce contexte où on a la peur de l'autre. Je pense aussi sur cette question d'approbation culturelle, c'est aussi le fait aussi de prendre quelque chose d'une culture et ne pas la respecter. C'est ce dont on parlait. Et je pense aussi d'apprendre des autres qu'on est différent et le monde est ainsi et le monde est beau comme ça. Mais écoutez, merci beaucoup pour cette conversation très inspirante. Merci infiniment. Je vous en prie. Alors, demain, je crois, on va valider avec notre prochain invité, mais demain, la Fondation Tara Ocean va mettre à l'eau un étonnant bateau, une station scientifique polaire, la Tara Polar Station. C'est une géolette aux allures de station spatiale, vous allez le voir dans un instant, qui va servir de laboratoire à des équipes de scientifiques pour étudier la vie marine dans l'Arctique. Pour en parler, on va accueillir le directeur général de la Fondation Tara Ocean, Romain Troublé. Romain, merci de nous rejoindre. Je t'en prie. Bonjour. Alors, il y a eu un tout petit peu de retard. A priori, c'est pour demain. De bateau ? Le bateau, oui. Un bateau, ouais. C'est vrai qu'il y a un bateau qui arrive. Non, on a reçu le bateau la semaine dernière, vendredi. D'accord. Mais on va faire le premier voyage, un petit voyage, de Cherbourg à Lorient, autour de la Bretagne. Autour de la baie de Bretagne, jeudi prochain, jeudi matin. Alors peut-être explique-nous, pour ceux qui ne connaissent pas, la Tara Polar Station et cette expédition. De quoi s'agit-il ? Écoutez, moi je dirige la Fondation Tara Océan depuis 20 ans avec les fondateurs. Et on a une goélette Tara qui traverse le monde
sans arrêt avec des scientifiques à bord pour étudier notamment beaucoup le microbiome de la mer, pas de la terre, pas des sols comme Marc-André en a parlé tout à l'heure, mais tous les bactéries, tout ce vivant de la mer qui représente 90% de la biomasse des océans, et comment il le fait, comment il fait ce qu'il fait, et comment il va changer dans le futur. Et un des océans, l'océan est un 1, on dit pas les océans. Donc si vous sortez ici, vous dites l'océan, c'est qu'un, en fait toute l'eau de la planète circule et est en mouvement, dans un seul et même mouvement. Dans ces océans, il y en a une partie qui est assez particulière qui s'appelle l'océan Arctique, l'océan glacial arctique au pôle Nord donc, et qui est le seul océan polaire de la planète. Et cet océan polaire, pourquoi je dis ça? Parce que c'est le seul océan où en fait il fait nuit 5 mois de l'année et il fait jour 5 mois de l'année. Et le reste c'est la pénombre, etc. Et dans cet océan, l'écosystème arrive à survivre à 5 mois sans photons, sans lumière. Et quand je parle d'écosystème, je parle de plantes, etc. Donc il y a dans ces écosystèmes beaucoup de choses inconnues, beaucoup de choses qu'on a encore à découvrir. Et cet écosystème, il est en train évidemment de changer à une vitesse folle, puisque l'Arctique, cette glace que vous voyez sur la surface de l'eau ici, qui fait 1 mètre d'épaisseur, en faisait 3 mètres il y a une trentaine, quarantaine d'années. Donc on a fait fondre 2/3 de la glace du pôle Nord, quand même beaucoup. Alors l'eau de la mer ne monte pas, parce que l'eau est dans le verre déjà, donc la glace c'est comme dans un verre de whisky, elle monte, quand elle fond, le verre déborde pas. Cette glace-là, elle fond, mais par contre, quand elle fond, elle remplace cette zone blanche que vous voyez là, par un océan bleu, comme vous voyez à gauche, qui absorbe l'énergie, alors que la zone blanche, elle réfléchit beaucoup l'énergie, ça s'appelle l'albédo. Et donc, cet océan Arctique, pardon, pourquoi j'en parle beaucoup? Parce que tout ce qui vit là-haut ne ressemble à rien d'autre que ce qu'on trouve ailleurs dans le monde. Tara, on l'a prouvé avec Tara il y a 5 ou 6 ans, où tous les écosystèmes qu'on a vus là-haut ne sont pas les mêmes qu'on voit ailleurs dans le reste de la planète. Ne sont pas les mêmes qu'en Antarctique même, où il y a de l'eau froide aussi. C'est vraiment endémique, et cette zone, elle va totalement changer dans les années qui viennent. Donc il y a un enjeu de patrimoine, je pense, important. Découvrir ces organismes. Avant qu'ils ne disparaissent, peut-être? Comment? Avant qu'ils ne disparaissent, peut-être? Avant qu'ils ne disparaissent, avant que l'écosystème dans lequel ils vivent, c'est-à-dire la glace de mer, qui est une véritable éponge, en fait, qui est comme la Terre, qui est pleine de trous, dans laquelle on trouve tous les écosystèmes de bactéries, de virus, et de plein d'autres écosystèmes qui permettent de faire la production primaire pour nourrir les poissons, baleines et éventuels ours polaires, à travers les phoques. Tous ces écosystèmes-là, en fait, il va peut-être disparaître. Et donc, il y a un enjeu de patrimoine d'y aller là-bas et de construire un bateau pour le faire. Et ce bateau est un peu particulier parce qu'il est, vous avez vu, on ne sait pas où il est avant, l'arrière. Je crois qu'on a une animation qui va peut-être vous aider à comprendre comment fonctionne et comment vous allez pouvoir aussi étudier et récolter aussi des espèces. Et, alors, juste, voilà, on va le voir apparaître. À bord de ce bateau, ce bateau va être dans la glace. Il se trouve que la glace au pôle Nord, elle fond, puis elle regèle chaque été, chaque hiver. Donc en fait, c'est comme une respiration. Et aujourd'hui, vous pouvez y aller au mois d'août. La glace est à peu près fondue au maximum. Enfin, il reste encore 5 ou 6 millions de kilomètres carrés gelés. Mais vous pouvez vous accrocher à la glace. Et après, vous attendez que la glace regèle, donc en octobre. Et après, tout ça, ça se met à dériver dans la glace, ça se met à dériver dans l'Arctique, pardon, à peu près à 5 ou 10 km par jour, poussé par les vents, quoi. Comme une bouée canard au Cap-Vert va traverser l'Atlantique pour aller aux Canaries, aux Antilles. C'est pareil, en Arctique, il y a un courant et un vent marin qui fait traverser le pôle Nord. Et donc, à bord de ce bateau va être embarqué une douzaine de personnes, 12 à 18 personnes, 12 l'hiver, 18 personnes l'été, pour étudier. Ça va durer, chaque dérive va durer 500 jours. Ah, c'est long. Oui. Et le premier embarquement va durer 8 mois, pardon. 8 mois, c'est un peu long. C'est un peu ce qu'on trouve en Antarctique sur les bases polaires internationales, notamment françaises, en Antarctique. C'est un engagement assez fort, mais c'est une aventure unique au monde d'être sur la glace, au pôle Nord, sur un environnement qui est dynamique, qui bouge, qui change, et dont on connaît quasiment rien, et donc il faut beaucoup étudier. Donc c'est ce qu'on va faire pendant les 20 prochaines années, puisque le GIEC a expliqué il y a maintenant quelques années, en 2019, que la glace qui résiste à l'été au pôle Nord va disparaître complètement chaque été à partir de 2045. Donc on va faire tous ensemble fondre cette glace entre maintenant et 2045, l'été. Elle va regeler. Et donc on va changer de régime au pôle Nord. Ça va avoir un impact sur la météo en Europe, ça va avoir un impact sur tout ce que vous pouvez imaginer, sur les moussons en Inde, ça va avoir un impact sur tout l'écosystème terrestre, évidemment.
Alors là, on voit un peu l'organisation du bateau et comment vous allez pouvoir aussi faire vos recherches, 5 laboratoires, comment vous allez tous pouvoir cohabiter. On comprend l'importance d'aller justement étudier cette biodiversité dans l'Arctique. Tu dis d'ailleurs qu'on connaît très peu de choses sur l'Arctique, donc ça va être précieux d'avoir la suite de votre aventure. Lors de ton périple, tu vas aussi aller à l'encontre d'une région entière, de pays qu'on appelle les pays, ce que tu appelles toi le monde politique de l'Arctique, 8 pays limitrophes, donc notamment l'Islande. Qu'est-ce que tu t'espères en fait trouver comme soutien, peut-être, comme clé de compréhension de la part de ces pays? Je voudrais aussi montrer cette carte parce qu'on parlait des imaginaires et on regarde jamais la map monde par le haut. Mais voilà l'Arctique donc par le haut, on y reviendra dans un instant. Mais qu'est-ce que tu espères trouver dans ces rencontres avec ces pays limitrophes? La première chose, c'est que on va en Arctique, évidemment, depuis quelques années maintenant, quelques décennies, évidemment. On y va surtout en juillet-août. Et donc après, en été, quoi. Quand il fait jour, c'est cool, on voit. Et en fait, on n'y reste jamais, on n'y reste pas la saison. Et pour comprendre un écosystème dynamique, il faut rester les saisons, il faut voir l'effet des saisons sur le vivant, il faut comprendre, il faut prendre le pouls de tout ça. Et donc ce bateau, il est fait pour passer les hivers. C'est un peu comme une ISS de l'Arctique, du pôle Nord. Il est autonome, il va dériver comme ça dans la glace, il va être dans la glace pendant les 20 prochaines années. Alors pourquoi c'est important d'y être? C'est parce qu'il faut raconter, il faut témoigner, bien sûr, et aussi étudier, mais aussi témoigner de ce qui se passe. Il pleut très souvent au pôle Nord aujourd'hui, au mois d'août et de septembre. Mais c'est aussi de parler de cet enjeu géopolitique très, très important. Vous voyez, en plus maintenant, avec le nouvel occupant de la Maison-Blanche, il raconte des choses complètement disruptives sur l'Arctique, le Groenland. Alors justement, ça nous permet de voir aussi que les États-Unis et la Russie sont beaucoup plus proches que ce qu'on pourrait imaginer. Et que si effectivement les glaces fondent au milieu, ça pourrait peut-être, on entend parler de ça, je ne sais pas à quel point tu y crois, mais de nouvelles routes maritimes. En tout cas, on comprend pourquoi c'est si important au niveau géopolitique. C'est important pour le plan de bilan énergétique de la planète, déjà. Et au plan géopolitique, évidemment, pendant la guerre froide, le plus court chemin pour attaquer la Russie ou attaquer l'Amérique par les uns et les autres, c'était de passer par le pôle Nord. Et donc les Russes avaient mis beaucoup de bases d'observation au nord et les Américains pareil, au bord de l'Arctique pour comprendre, pour alerter en cas d'attaque. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça n'a pas changé ça, la géographie. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres pays qui ont leur mot à dire. Autour de l'Arctique, il y a 8 pays qui sont organisés au sein d'une organisation autoproclamée qui s'appelle le Conseil de l'Arctique, qui n'est pas onusien, qui est un club en fait de copropriétaires de la zone arctique. Et au milieu de l'Arctique, il y a quand même une zone qui fait 22% de la surface de l'Arctique, qui est la haute mer. Donc qui appartient autant à la Russie qu'à la France, qu'au Bangladesh. Enfin, c'est la haute mer qui appartient à tout le monde, ou à personne, ça dépend comment vous regardez. Et cette haute mer, il faut la préserver. Et un de mes sujets, de nos sujets, tu dis mon périple, mais en fait c'est notre périple, parce que Tara c'est une équipe. Notre sujet, c'est de parler, de dialoguer, de faire dialoguer ensemble les chercheurs, de mettre à bord cette station polaire française des chercheurs de tous ces pays pour déjà être d'accord sur le constat. Si on n'est pas d'accord sur le constat, on ne sera pas d'accord sur les solutions et sur ce qu'il faut faire pour le protéger. Donc c'est un peu ça. Aujourd'hui, il y a tout le monde, tous les Ukrainiens sont à bord, sauf les Russes, évidemment, depuis 3 ans, mais avant ça, ils étaient à bord. Et donc j'avais l'espoir que si un jour ce conflit s'arrête, les Russes reviendront à bord avec nous. Ils ont un savoir-faire des zones polaires qui est sans nul autre pareil, bien plus élevé et bien plus efficace que les Américains. Et on le comprend quand on voit le territoire qui est limitrophe. Comment ? On comprend quand on voit le territoire russe qui est très limitrophe. Territoire limitrophe, et puis beaucoup de ressources en Russie, dans le nord de la Russie, qui leur fait investir beaucoup d'argent pour sortir les ressources de nickel, notamment, de gaz, évidemment, de pétrole pas encore, mais ça va tarder. Alors, au cours des 20 ou 25 dernières années, la Fondation Tara a parcouru 600 000 kilomètres à travers le monde. Quel est le constat que tu dresses aujourd'hui? Est-ce que tu as observé pendant tes expéditions? Et peut-être quelles sont les solutions que tu vois pour y remédier aujourd'hui? C'est quoi l'axe principal sur lequel il faut qu'on se... J'imagine qu'il y en a plusieurs. Mais... il y en a plein, mais moi je suis... On travaille sur le plancton, donc tout ce qui est les microbiomes de la mer depuis 15-20 ans maintenant. Et je suis halluciné de ce qu'on voit, de la magie de cet écosystème. C'est magique en fait. Comment, dans un liquide, qui pour vous et moi est liquide, mais pour un organisme de cette taille-là, c'est pas du tout liquide. Par litre d'eau de mer, il y a 1 milliard de virus, il y a 100 millions de bactéries, donc c'est pas du tout liquide, il y a beaucoup de monde. Et tout le monde se rencontre tout le temps en fait.
Et donc, il y a des réseaux sociaux qui se créent là-dedans, et des interactions qui font des écosystèmes, en fait, qui construisent ces écosystèmes, qui produisent beaucoup de fonctions, comme a été dit plus tôt aujourd'hui. Moi, j'étais subjugué par ça. Et aussi par la beauté de ces planctons. Ça, c'est aussi leur petit nom, c'est les planctons, phytoplanctons, les algues ou zooplanctons. C'est assez magnifique, en fait. Et surtout, je suis subjugué par le rythme de renouvellement de cet écosystème. Un plancton, ça vit 15 jours, quoi. Donc, tous les 15 jours, 90% de la biomasse des océans se renouvelle. En fait, c'est une machine incroyable. Et on a mesuré au cœur de tous nos périples plusieurs choses. La température est le problème numéro 1 de la biodiversité et des services écosystémiques de la mer. Changer la température d'1 degré, c'est 1 degré de fièvre pour tous ces écosystèmes. Donc c'est un véritable bouleversement de ce qu'ils sont capables de faire. D'ailleurs, les animaux qui peuvent bouger migrent de 5 à 10 km vers les pôles pour chercher de la fraîcheur. Donc, quid de l'activité économique sur les côtes à droite à gauche, tout ça va changer en fait, hein, le monde va changer. La température, on connaît les solutions, on connaît la solution, hein, on n'a pas envie de l'appliquer, mais on la connaît tous. Mais aussi, ce qu'on a pas mal mesuré, notamment sur les récifs coralliens, on a travaillé beaucoup sur les récifs coralliens pendant 4 ou 5 ans, c'est l'importance de la pollution, aussi importante quasiment que le changement climatique. Et quand je dis pollution, il y a la pollution plastique. Il y a beaucoup de presse aujourd'hui, ou hier, parce qu'on a publié beaucoup de résultats sur les fleuves européens il y a lundi dernier, hier. Mais sur la pollution aussi chimique, qu'on l'a vu sur les récifs coralliens des îles qu'on a étudiées dans le Pacifique pendant 30 pays pendant 3 ans. En fait, la moitié du problème, c'est la pollution qui vient de la Terre. Et la pollution chimique. Que ce soit le lisier de porc qu'ils élèvent sur les îles Samoa, par exemple, comme en Bretagne, ou qui va dans la mer et qui détruit l'écosystème. Ou d'autres pollutions chimiques qu'on a mesurées autour des côtes européennes depuis 2-3 ans. Et ça se passe à terre. Et ça, c'est réversible. Le plastique, l'enjeu du plastique, c'est pas de recycler. L'enjeu du plastique, c'est d'en consommer moins. Parce que quoi qu'il arrive, on peut mettre l'argent qu'on veut dans le recyclage du plastique à l'échelle mondiale, on ne dépassera jamais 14-15% de recyclage. Donc en fait, le sujet du plastique, c'est de consommer moins. Le recyclage ne fait que reculer le moment où on aura plus de plastique dans l'environnement. Et aujourd'hui, c'est un sujet du traité plastique international qu'on plaide beaucoup pour une réduction. Évidemment, il y a 10 pays, 9 plus 1, l'Amérique qui vient de les rejoindre, qui ne veut surtout pas baisser sa production de plastique mondiale, qui veut même la tripler entre 2060. Donc ces enjeux-là, ils sont chez nous, dans nos entreprises, dans ce que les entreprises rejettent, dans les PFAS qui se rejettent, dans plein de choses en fait, dans les médicaments qu'on ingère et qui vont dans les systèmes d'eau usée, pas traités par les systèmes de d'épuration aujourd'hui en Europe et dans le monde entier d'ailleurs. Donc tout ça, c'est à notre portée en fait. C'est pas un truc changement climatique intouchable. C'est là, c'est des politiques publiques, c'est des décisions politiques un peu courageuses et c'est aussi des comportements individuels évidemment. Bien, Romain Tromblé, merci beaucoup. On te souhaite à toi et à ton équipe une belle et fructueuse mission. On continuera à suivre les périples et on te remercie chaleureusement. Merci beaucoup. Merci. Venu il y a 1 an, on était en train de souder. Voilà. Maintenant, on flotte. Maintenant, vous flottez et vous allez commencer l'expérimentation au large de la Bretagne. Voilà, c'est ça. Merci. Bon courage à vous. Merci beaucoup. Alors, repérer des initiatives locales, leur donner une visibilité internationale et faciliter la relation citoyen-citoyen, telle est l'ambition de la plateforme UNESCO Green Citizens. Pour en parler, merci d'accueillir Armelle Arroux, directrice de la communication de l'UNESCO. Bonjour Armelle. Bonjour Julia. Je vous en prie, asseyez-vous. Je suis ravi d'être là. Je voulais juste faire une petite... Je ne dirige que la partie communication partenariat sur la partie scientifique. Merci, merci donc pour cette précision. On va donc parler de cette plateforme, je crois que ça s'appelle une plateforme, l'UNESCO Green Citizens, on en a parlé aussi en introduction. Peut-être est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est né le projet, quel a été le postulat de départ, et peut-être, j'avais écrit, vous avez décrit le projet comme étant un incubateur non financier. Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, concernant les postulats, il y a 2 postulats et une intention. Au départ, on s'est juste rendu compte
sur les différents sites qui sont labellisés UNESCO, soit des sites du patrimoine naturel, des réserves de biosphère, des géoparcs, qui avaient cette action locale, qu'elle assurait une continuité vraiment forte de l'action des scientifiques localement. Et donc on se dit, bon, aujourd'hui, cette action, elle est très individuelle, c'est pas une communauté fermée, solide, construite, mais cette action, si on les additionne, ils ont un impact quand même majeur. Personne ne leur donne vraiment la voix. Vous les voyez dans des reportages, des documentaires, hein, une news, mais en fait, personne ne porte ces voix quelque part. Et il y a une invisibilité, pour reprendre le sujet de tout à l'heure, sur ces acteurs-là. Et donc, on a décidé d'en prendre quelques-uns, pas forcément les meilleurs, ceux qu'on trouvait par nos bureaux, par des partenaires, et de porter leur voix. Donc ça c'est le postulat de départ. Alors on s'est dit il fallait d'abord une institution ou quelqu'un, une entité pour faire ça, pour porter cette voix. Il fallait une entité qui soit globale, qui ait un petit peu d'impact, qui puisse rayonner et qui soit désintéressée et qui bénéficie de la confiance en fait de ces acteurs et aussi du grand public récipiendaire à qui on veut prouver que ça a vraiment de la valeur, cette action a une valeur. Et donc on s'est dit que l'UNESCO était plutôt pas mal placé pour faire ça. Et donc l'intention, c'était aussi de se dire, voilà, nous en tant que citoyens, dans l'équipe des sciences, de la communication, à l'UNESCO, qu'est-ce qu'on peut faire au-delà de notre action de citoyenne? Et je pense qu'on est assez convaincu que si chacun prend sa part et pousse au maximum son engagement, utilise sa position, ses responsabilités, ses rôles pour faire avancer des causes, en matière d'environnement et de changement climatique, on peut faire bouger les lignes. Et donc voilà. Et alors pour l'incubateur non financier, c'est un peu prétentieux, mais en fait les projets, quand on les porte, on leur donne un branding package, donc elles peuvent s'appeler UNESCO Green Citizen. Et on s'est rendu compte que d'abord ça leur permet d'aller chercher des volontaires, ça amène une vraie fierté aux équipes qui sont souvent assez étonnées quand on les contacte, de citoyens à citoyens, de façon super horizontale. Et du coup, ils peuvent aller chercher des financements, ils peuvent aller chercher des volontaires, ils peuvent avoir plus de soutien ou moins de problèmes avec les autorités locales ou nationales. Enfin, voilà. Donc ça, voilà. Et ça part aussi du principe que l'UNESCO n'étant pas une banque de développement, on ne peut pas les financer. Mais à travers la visibilité qu'on peut leur apporter, en les faisant participer à des événements. L'année dernière, par exemple, à Change Now, il y avait 9 Green Citizens qui étaient présents et qui ont pu présenter leur action. Il y a évidemment nos réseaux sociaux. Rien que les comptes Instagram, c'est 8 millions de followers. Donc quand on parle d'un projet comme Sea Turtle qu'on verra tout à l'heure, forcément, ça leur donne un écho qu'ils ont assez incroyable et ça peut en inspirer d'autres. Donc voilà ce terme un peu prétentieux d'incubateur non financier. Alors, on va revenir sur deux projets dans un instant, mais juste avant ça, cette année tout particulièrement, vous venez un petit peu de l'expliquer, mais si vous pouvez nous en dire plus, vous avez décidé de mettre l'accent vraiment sur l'action et l'engagement individuel. Pourquoi particulièrement cette année? Quel constat peut-être est-ce que vous avez fait l'année dernière? Alors en fait, la plateforme existe depuis quelques temps, donc je ne parlerai pas d'engagement individuel, mais citoyen. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est pas l'individuel. D'abord, souvent, ce sont des groupes, hein, c'est des petites structures qui sont à la limite associatives, ou c'est vraiment des micro-projets. Et en fait, la plateforme existe déjà depuis 3 ans et demi, 4 ans. Donc ce qui était essentiel, c'était de voir ce qu'on pouvait leur apporter. On les a sondés, on a un WhatsApp, on échange avec eux quotidiennement. Et ce qui ressortait, c'est les besoins. Alors, Romain en parlait tout à l'heure, par exemple sur les coraux, les petits projets de coraux, des fermes de coraux, etc. Rien que dans les Green Citizens, qui sont 150 dans 64 pays aujourd'hui, on a une dizaine de projets coraux comme ça, qui se sont jamais parlé, qui ont des problématiques communes de pollution, d'augmentation des températures, etc. Et donc, on est en train de monter un système d'encounters, qui est un petit événement digital, où on met autour de la table 2 scientifiques, plus une personne qui peut aussi aider sur les questions de gestion de micro-projets. Et on les met au contact de ces 8-10 porteurs de projets. Alors, n'importe qui a des projets en matière de coraux ou de mangroves ou quoi peut rejoindre cet encounter sur les mangroves ou sur les coraux. Chacun est bienvenu, mais l'idée c'est qu'ils puissent interagir avec des scientifiques de façon à mieux caler leur action et préserver leur action et pouvoir les faire grandir, voire les dupliquer. Alors on va découvrir 2 projets de l'UNESCO Green Citizens. D'abord un projet de sciences participatives, ça s'appelle The Conservation of Sea Turtles of Côte d'Ivoire. Je crois qu'on a une petite vidéo pour vous présenter le projet.
Et vous voyez ça n'aurait jamais été possible sans le travail exceptionnel de l'ONG Conservation des espèces marines. Depuis 2014, CEM travaille à préserver les tortues marines et leur habitat. C'est un gros travail de sensibilisation et de formation des populations qui a été fait pour aboutir à ce résultat. Voilà, j'ai récupéré ces œufs et j'ai fait la transplantation. Ils vont rester dans le sol ici pendant 2 mois ou 1 mois et demi, voilà, avant d'éclore. CEM a recruté une vingtaine de jeunes anciens braconniers dans les villages concernés par le projet qui sont chargés de protéger les femelles qui viennent pondre sur les plages et protéger leurs nids. Aujourd'hui, c'est plus de 50 000 tortues qui sont relâchées et qui vont enrichir la biodiversité et les écosystèmes marins. Ce qu'il faut savoir, c'est que la tortue marine est une espèce protégée au niveau national et international. Kablake, Pitike, Teklebo, Mani, Dawa, Roque Doubalé et Oliide. Un banc d'honneur pour ces villages qui ont contribué à ce projet et qui permettent à ces bébés tortues de vivre. C'était 50 000 tortues qui vont être relâchées. L'action est vraiment très concrète. C'est très concret et ça a eu d'autres conséquences. C'est-à-dire que là, il y a 50 000 avec 700 femelles qui ont été protégées, accompagnées comme ça. Il y a un rôle d'éducation à l'environnement évident pour les gens qui habitent autour de ce site. Donc il y a déjà une diffusion, les écoles viennent voir, ça attire pas mal de curiosité. On forme des jeunes, cette équipe forme des jeunes. Et l'effet, par conséquence, donc ils se sont étendus maintenant sur 30 km à l'est de l'implantation initiale du projet. Et là, maintenant, le gouvernement s'est engagé à développer autour de cet espace la première zone marine protégée de Côte d'Ivoire. Donc chaque fois, ces petits projets ont une incidence qui est loin d'être négligeable. Et plus ils sont portés, mieux ils sont portés, plus on arrive à ce genre de résultats. Alors le deuxième projet que l'on va évoquer, c'est Young Reporters for the Environment. Grâce à des outils divers, médiatiques, cette initiative encourage les jeunes à devenir des porte-parole de l'environnement d'une certaine manière. Je vous propose tout de suite de découvrir ce projet. The Young Reporters for the Environment program is an international network and platform for young people to investigate, research, and share solutions to global environmental issues. And for 13 years, the Little Less campaign, funded by the Mars Wrigley Foundation, has empowered these young reporters worldwide to become environmental leaders through the program. The Young Reporters for the Environment and the Little Less campaign, working together, have given young people the tools to report on and raise awareness of the impact of litter and climate change on their communities. Through the program, these young reporters have become powerful advocates within their communities, inspiring all of those around them to think more about how they can change their future. Des jeunes, j'ai pu voir certaines interventions de ces jeunes, des petits journalistes en herbe, vraiment avec toutes les mimiques et avec tout l'enthousiasme qu'ils peuvent avoir pour justement porter ces projets. Alors, ouais, ce projet est un peu particulier parce qu'il est vraiment très grand. Alors déjà, Green Citizen en fait couvre évidemment les domaines dans lesquels l'UNESCO travaille sur les questions de changement climatique, à savoir le travail scientifique pour tout ce qui est océan, eau, biodiversité et savoir autochtone, mais aussi c'est l'agence lead pour l'éducation à l'environnement. Et donc là, c'est l'équipe de l'éducation qui nous a incité à valider ce projet avec lequel il travaille, parce que à l'origine c'est un jeune qui en 91 était parti et avait demandé à embarquer avec une expédition polaire pour couvrir la réduction de la couche d'ozone au-dessus du pôle Nord. Et ce jeune Français est parti, c'est en 91, et depuis, il a fondé ce mouvement en rentrant. Ça n'a fait que croître. Alors, je pense que, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette initiative, mais elle est immense. Ils sont quelque part dans une bulle de jeunes, donc c'est à partir de 11 à 18 ans, mais ils sont dans un entre-soi. C'est-à-dire qu'effectivement, dans nos environnements, que ce soit dans les COP, ou même dans d'autres écoles, ils ne sont pas forcément connus et entendus. Et donc l'idée, c'est effectivement là aussi de leur donner une voix en partant du principe que c'était une association. Elle est grosse, mais c'est une action citoyenne aussi. Armelle, Arou, merci beaucoup pour cet entretien. Je vous en prie, c'est un plaisir. Merci beaucoup. Armelle, vous allez rester avec nous. Armelle, vous allez rester avec nous.
Je vous en prie, restez avec nous. Je vais juste qu'on vous applaudisse pour cet entretien. Mais vous allez rester avec nous parce que dans quelques instants, c'est un moment que vous attendez tous dans la salle, évidemment, les lauréats aussi. C'est bientôt l'heure du vote pour choisir qui est le grand gagnant de cette édition donc, de l'Explore Summit 2025 pour participer à ce grand reveal. On va inviter aussi Mamadou Dembélé à venir nous rejoindre ici sur scène. Merci de l'accueillir. Bienvenue Mamadou. Pour ceux qui ne te connaissent pas, à 29 ans, tu réunis aujourd'hui 450 000 abonnés sur ton compte Instagram qui s'appelle The Impact Story. C'est ça? Et vous en faites partie. Vous êtes abonné au compte. Voilà. Et ben, si vous n'êtes pas encore abonné au compte, allez-y sur Instagram. Ça s'appelle The Impact Story. C'est un plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. Merci d'être là. Ton parcours est assez singulier puisque tu es passé d'un financier qui finalement a bifurqué vers l'influence. Tu es aujourd'hui un pourvoyeur de bonnes nouvelles avec justement ce compte Instagram que je vous encourage à suivre aujourd'hui. Alors, raconte-nous pourquoi tu as créé ce compte et ce que tu fais aujourd'hui. Alors du coup, The Impact Story, c'est un média digital aujourd'hui, donc qui parle d'actualité et d'écologie de manière positive. Et donc l'idée, c'est de dire qu'aujourd'hui, quand on regarde les médias traditionnels, ils en parlent toujours de manière alarmiste et se concentrent principalement sur les problèmes. Et du coup, avec The Impact Story, l'idée, c'est de faire l'inverse, se concentrer sur les solutions. Et ces solutions, elles peuvent venir des quatre coins du monde, que ce soit en Amérique latine, en Afrique, en Europe, enfin un peu partout. Et globalement, l'idée, c'est de lutter contre l'éco-anxiété et la fatigue informationnelle. Alors pourquoi justement lutter contre cette éco-anxiété? Pourquoi avoir choisi ce que toi tu appelles l'écologie positive? Du coup, moi, pendant longtemps, l'écologie, c'est quelque chose qui ne me parlait pas du tout. Je considérais que c'était quelque chose pour les bobos. Je considérais que quand on parlait d'écologie, j'entendais abeilles, ours polaires, donc des choses qui étaient très éloignées de mon quotidien. Et lorsque j'ai compris qu'il y avait un lien entre inégalité sociale et environnement, j'ai commencé à me pencher sur le sujet. Et donc, j'ai rejoint un fonds d'investissement à impact. Et donc, au quotidien, je rencontrais tous les jours des entrepreneurs et donc des solutions. Et quand j'ai mesuré justement les bienfaits que ça pouvait avoir de non pas voir les problèmes mais les solutions, j'ai décidé de justement les partager sur les réseaux sociaux parce que je voyais que personne ou peu de gens le faisaient. Eh bien, merci beaucoup. Je vais vous demander de venir de ce côté-là de la scène, s'il vous plaît, tous les deux, puisque maintenant c'est l'heure du grand reveal. On va me dire dans l'oreillette dans un instant qui a gagné donc cette édition 2025. Je peux déjà vous dire que c'est extrêmement serré. En fait, c'est très serré. Il n'y a qu'une voix de différence entre nos deux gagnants. Et donc, je vais juste vous demander de confirmer avec moi qu'on a décidé. Voilà. En fait, on a décidé tout simplement d'avoir deux grands gagnants de cette édition, puisqu'il y a très peu de voix de différence. Vous êtes là avec moi. Voilà. Alors, je vous annonce que le grand gagnant de cette édition 2025 et Pikibox et Super Capacitator. Si vous êtes dans la salle, merci de nous rejoindre sur scène. Toutes nos félicitations. Est-ce que vous avez un micro, peut-être? On va vous tendre un micro. Merci beaucoup. Peut-être un petit mot? Ouais, je n'attendais pas de gagner, donc c'est très émouvant. Je suis très content. C'est aussi, je pense, un call pour avancer dans l'éducation avec les moyens qu'on a actuellement. On a des moyens de faire, et ça pour l'éducation, pour la formation, pour l'entraînement, pour le capacity building, pour lifelong learning. Donc, merci de ces votes parce que franchement, ça nous donne une visibilité qu'on a besoin. Et je pense que c'est très important de lier avec des solutions électricitaires aussi pour pouvoir pallier à plein de problèmes qu'on fait face aujourd'hui dans l'humanité. Donc merci quand même, et je suis très content au nom de l'équipe à Genève, mais aussi avec un nombre de tout le... Pas que Genève, mais aussi en Colombie. Je suis colombien d'origine, donc voilà. Merci de tout justement le soutien. Donc voilà, je m'arrête là. And Super Capacitator. Congratulations. Merci beaucoup. Ah ben, en français aussi. Ça me touche beaucoup. Et je prends ce prix dans un moment qui est très noir pour nous aux États-Unis. Donc je prends ça également pour toute la communauté qui est pour le moment sur l'attaque. Comme vous le savez, de tous les jours, nos étudiants sont enlevés, kidnappés dans les rues, jusqu'à côté de ma maison.
Ce sont des gens qui travaillent dans mon labo. Donc, je passe à eux votre bonjour et je vous remercie beaucoup pour soutenir les sciences, pour le peuple, pour les sciences qui va au-delà des frontières, des tarifs et tout ce que les politiciens font. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci infiniment. Merci et félicitations à vous et évidemment à toutes les équipes qui sont derrière, toutes vos équipes qui sont derrière ces innovations et qui travaillent d'arrache-pied. On va également inviter tous les innovateurs, tous les lauréats qui ont gagné donc et puis aussi toute l'équipe de 2050 Now la maison. Je pense qu'on peut encore une fois les applaudir chaleureusement pour tout leur travail. Sylvain Louradour et tous les lauréats. Karen Fortin également. Je vais en profiter pour demander qu'on fasse une photo de groupe. Voilà toute l'équipe de l'Explore Summit avec les lauréats. On va faire une... Est-ce que vous pouvez tous avancer, s'il vous plaît, pour être dans la lumière pour la photo? Félicitations encore à nos 2 gagnants. C'est la première fois que ça arrive. Voilà, on va vous donner vos trophées. Ah bah vous êtes chargés de trophées. Allez-y, je vous en prie, venez au milieu. Ah, avancez encore un petit peu, vous êtes dans l'ombre. Ah oui, 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 avancez, avancez, avancez dans la lumière, s'il vous plaît. Voilà, j'en profite également pendant qu'on fait la photo de remercier encore les entreprises partenaires de cet événement. J'ai nommé Caisse des dépôts, Les Échos, Engie, LVMH, BCG, BETC, Solar Impulse, le CNRS et HEC. Merci infiniment. Et je vais laisser peut-être un dernier mot à Karen, peut-être pour nous dire au revoir. Si on a... Hop, on va juste vous donner un micro. Alors merci, déjà bravo aux 2 innovations. J'espère que vous avez passé une matinée inspirante, qu'on vous a fait voyager un peu, même dans ce monde de plus en plus complexe, que l'innovation va vous inspirer, vous permettre de réimaginer des modèles plus vertueux. Et puis pour prolonger ce voyage, surtout n'oubliez pas le livre. Je pense qu'à la sortie, vous aurez tous droit à un livre, Regenerate the Future, pour continuer à explorer les innovations et le tour du monde avec des experts qui décryptent toutes ces tendances. Donc voilà, merci à tous. Félicitations à vous tous. Merci à vous pour votre participation. Et on vous dit à l'année prochaine. Bon après-midi à tous.